Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le commencement de l'école, c'est le début des lectures obligatoires de classiques, synonymes d'ennui et de souffrance intellectuelle mortelle. Mais qu'est-ce que je raconte là? Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez que j'apprécie la lecture de classiques et qu'il y a des moments même où j'ai vécu du plaisir durant ma lecture. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous prouver que la lecture de classiques ou de romans littéraires peut être agréable. Je me suis donc proposé aujourd'hui de vous présenter 5 romans que j'ai dû lire durant mon parcours scolaire, soit de la fin du secondaire au cégep. Je devais donc avoir entre 15 et 19 ans. Et j'ai choisi donc des romans, des ouvrages littéraires, autant français que québécois, des grands classiques comme des ouvrages littéraires qui ne sont pas encore des classiques, mais qui, j'espère, un jour vont y arriver. C'est de niveau de difficulté vraiment accessible. Pour varier un peu la sélection d'ouvrages que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai décidé de choisir un auteur d'ethnicité différente à chaque roman, à chaque ouvrage. Donc, on va avoir un auteur français, un québécois, une libanaise, un russe et un américain. Donc, ça fait 5 et ça fait une belle variété pour vous pour découvrir peut-être un roman d'un autre pays, d'une autre culture que vous auriez peut-être pas lu. Si vous reconnaissez les ouvrages que je vous présente aujourd'hui parce qu'ils sont dans votre liste d'épicerie scolaire, tant mieux, vous allez avoir un avant-goût, un aperçu de ces ouvrages-là et peut-être que vous pourrez les commencer avec moins d'appréhension. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si vous les avez aimés. Donc, c'est parti! Le premier ouvrage, c'est celui d'un auteur français, c'est une pièce de théâtre, donc La Machine infernale de Jean Cocteau chez Le Livre de Poche. Ici, il s'agit d'une réécriture humoristique et tout de même très songée du mythe d'Œdipe. Donc, on va retrouver notre cher Œdipe, sa mère Jocaste. On va retrouver également le prophète qui va prédire l'avenir à Œdipe et qui ici va changer de nom. Son nom va être... va devenir risible, quoi, va devenir assez comique. Et il y a plein d'autres particularités dans cette pièce de théâtre-ci qui nous font rire, mais qui ont un sens avec l'histoire. Donc, ils nous font rire parce que les liens nouveaux qui sont créés avec les personnages et le monde contemporain d'aujourd'hui ont du sens et aussi illustrent un peu le symbole du personnage par cet humour-là. Donc, c'est un humour réfléchi qu'on retrouve dans La Machine infernale et qui est décrit dans le fond du point de vue de celui qui connaît déjà le mythe d'Œdipe. Donc, c'est super intéressant si vous avez déjà lu l'original et que vous vous plongez par la suite dans celui-ci. Moi, je conseille parce que justement, c'est une manière rigolote, rafraîchissante de revoir le mythe d'Œdipe. C'est super clair et les liens qui sont créés aussi et qu'on devrait comprendre sont faciles également à comprendre. C'est très accessible. J'ai passé un excellent moment avec La Machine infernale. Les symboles abordés, les thèmes discutés sont super intéressants et ça reste un roman de littérature, quoi, sur un original théâtral littéraire, un classique. Donc, pourquoi pas se lancer avec cette pièce-là? Je vous la conseille fortement. Ensuite de ça, avec notre auteur québécois, j'ai une autre pièce de théâtre à vous présenter, soit Ticoque de Gracien-Gélina, publiée chez Typo Théâtre. Alors, cette pièce-ci fait partie des classiques de la littérature québécoise. C'est le premier succès théâtral québécois, d'ailleurs. Et puis, Ticoque, en bref, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ticoque, c'est son surnom, et qui va devoir un jour partir à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quitter Montréal, quitter sa nouvelle flamme, quitter tous ceux qu'il aime, vivre les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et va revenir par la suite dans sa ville, quoi, dans son quartier. Et là, on va voir comment il a changé, comment les choses ont évolué, comment évoluent les relations entre les personnages également. Donc, c'est une pièce vraiment très touchante. Il y a de l'amour, il y a du romantisme aussi, donc une relation amoureuse, les thématiques de guerre, de filiation et le contexte mondial qui vient avec. Donc tout ça est abordé dans la pièce, que c'est un grand succès au moment de sa sortie en 1949, il me semble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le théâtre québécois, je vous conseille de vous lancer avec Ticoque, puis ensuite d'aller parcourir les autres grands auteurs québécois. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté, lu quelques pièces québécoises ou quelques romans québécois, je vous conseille de lire aussi Ticoque parce que c'est un must, comme on dit. Par la suite, on y va avec notre auteure libanaise, soit Abla Faroud, qui habite maintenant au Québec depuis quelques années, avec son premier livre, Le bonheur à la queue glissante, publié chez Typo Roman également. Donc, Abla Faroud, c'est une auteure d'origine libanaise. Elle a eu beaucoup de succès en France avant que ses œuvres
ait du succès au Québec et aux États-Unis. Donc voilà, elle a vraiment un lectorat français bien établi. Et puis, Abla Faroud, dans cette histoire, va raconter celle de Dounia, une vieille femme de 75 ans qui a émigré de son pays, en fait du Liban, avec ses enfants pour venir emménager à Montréal. Elle ne sait ni lire ni écrire et ni parler le français très bien, quoi. Donc, elle est un peu muette dans tous les sens du terme. Elle ne peut pas s'exprimer. Donc, c'est ses enfants et son mari qui vont s'exprimer à sa place. Alors, on va suivre le parcours de Dounia dans ce Montréal qu'elle ne connaît pas, dans une maison où elle ne peut pas s'exprimer, dans un contexte où elle peut juste parler avec ses enfants, où elle reste très renfermée, malgré le fait qu'elle peut parler à ses enfants. C'est Myriam, une des enfants de Dounia, qui va le plus prendre en charge cet aspect muet de sa mère, qui va tenter de le faire s'exprimer. Et ça va être un peu aussi l'histoire de cette relation-là, mère-fille, comment faire s'épanouir sa mère, faire s'épanouir elle-même, une relation aussi de filiation, de l'histoire du passé, des origines, d'où on vient, de la famille. Donc c'est plein de thèmes hyper touchants et importants à aborder dans la vie d'un immigrant qui est nouvellement arrivant à Montréal, au Québec, et qui ne sait pas nécessairement parler la langue ou bien s'exprimer avec les autres. C'est donc un super beau roman. Ça se lit vite également. Je vous propose de le lire lentement, mais il n'y a pas beaucoup de pages. C'est écrit gros également, assez espacé. Et voilà, donc c'est un succès dès 1998. Ça a été publié à cette année-là. Et ça a été couronné pour le prix France-Québec Philippe Rossillon. Moi, c'est un de mes romans à vie que j'aime beaucoup. La narration, la manière que c'est écrit, le style est très beau également. C'est très poétique. Et il y a aussi quelques citations insérées dans le roman qui sont des citations de la bouche même de Dounia, 75 ans. Donc, je le propose si vous voulez vous lancer dans une littérature québécoise imprégnée de ce qui arrive au Québec. C'est très beau. Ensuite, et pour le mieux, on se retrouve avec un auteur russe, soit Gogol, avec ses nouvelles de Pétersbourg et autres nouvelles qui vont suivre. Donc, Gogol, pour ma part, c'est un auteur que je ne connaissais absolument pas avant d'entendre son nom et d'avoir le livre dans mes mains. Donc, son prénom, c'est Nicolas, et nom de famille, Gogol. Et c'est la seule œuvre que j'ai de cet auteur-là, mais je l'adore. Alors ici, on va se retrouver dans une Russie du 19e siècle. Et dans le fond, c'est des nouvelles fantastiques, quoi. Alors, plus que c'est des nouvelles, ça se lit assez vite, assez bien, c'est pas trop lourd. Et le fantastique, c'est merveilleux, quoi. Donc, on se retrouve dans la ville de Saint-Pétersbourg et qui se trouve à être fantastique. Il se passe des trucs loufoques pour certains personnages qui ont pourtant une vie très rangée, très normale, quoi, pour les Russes de ce temps-là. Même certains postes, certains métiers très conventionnels où rien ne doit paraître loufoque. Et là, il leur arrive des trucs fous, genre le nez, c'est assez drôle. C'est un monsieur qui perd son nez. Son nez n'est pas coupé, hein, ça c'est assez réaliste, mais non, il disparaît. Donc il n'y a pas un trou, c'est comme un espace béant, comme si ça n'avait pas été dessiné. Son nez disparaît. Alors ça, c'est impossible. Et de la manière que l'aventure se poursuit, ce monsieur qui perd son nez, c'est pas un déroulement auquel on s'attend dans un contexte réaliste. Donc, c'est super intéressant. On découvre un peu aussi sur la culture, sur la vie quotidienne saint-pétersbourgeoise, si je peux inventer ce mot, ou s'il existe, tant mieux. Et bref, c'est vraiment agréable à lire. En même temps, on en apprend sur la Russie. C'est super, c'est un mixte parfait. Et le tout dernier et non le moindre, il s'agit de Paul Auster, notre Américain, qui a écrit le livre des illusions publié chez Babel. Donc, Paul Auster, c'est un auteur très connu. On considère ses livres comme des romans de littérature. Je trouve ces romans assez accessibles, bien que profonds également. Donc, il faut chercher des fois la signification, mais ça reste lisible pour des gens qui apprennent ou qui entrent dans le monde de la littérature. Ici, avec le livre des illusions, on se trouve dans une thématique vraiment intéressante, soit celle du cinéma muet. Donc, le personnage principal qui s'appelle David Zimmer vient de perdre sa femme et son enfant.
Ça commence assez dramatiquement, mais ces pertes-là vont lui permettre de continuer un ouvrage qu'il n'avait pas terminé, soit celui d'une biographie sur Hector Mann, qui est un virtuose du cinéma muet porté disparu depuis 1929. David Zimmer, donc, qui travaille sur cet ouvrage-là, se fait un jour contacter par une femme qui lui dit que Hector Mann est encore vivant sur son lit de mort et qui veut lui parler à lui précisément. Donc, Monsieur David, tout excité, s'en va en voyage rencontrer cet Hector Mann, mais ce qui l'attend là-bas n'est pas du tout ce à quoi il pense. Il va y trouver plein de surprises. Donc, en plus de cette aventure un peu pleine de rebondissements, comme une aventure de téléfilm, eh bien, on va en apprendre plus sur le cinéma muet. En plus, c'est classé dans les romans de littérature, donc ça fait un 2 pour 1. Et finalement, on aborde d'autres thématiques très intéressantes comme la filiation, la solitude, le besoin de léguer quelque chose. Désolée, le soleil vient de changer brusquement la luminosité, mais c'est comme ça, j'ai pas de luminosité artificielle, donc on fait avec. Mais pour poursuivre, pour vous donner d'autres exemples un peu de thématiques que dans ce roman-là, on parle aussi de l'idée de mémoire, de création artistique qui fait écho à des sentiments amoureux. Donc, c'est très bien écrit ici, c'est pour ça que je vous le cite. Et justement, on retrouve toutes ces belles thématiques-là mélangées en un melting pot avec une thématique générale de cinéma muet. Donc, je trouve que c'est un mélange très intéressant, très différent, très original, qui fait que notre lecture peut juste être agréable, en même temps d'être une lecture obligatoire et littéraire. On peut trouver notre compte dans ce livre-là. Donc voilà, c'était tout pour les 5 ouvrages scolaires que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous avoir peut-être fait changer un petit peu d'idée sur la nature et le plaisir qu'on peut trouver dans les ouvrages classiques ou littéraires. Si vous avez déjà vu les romans ou lu plutôt les romans, dites-le moi en barre d'informations. On peut en discuter, ça me ferait plaisir. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée, des très belles lectures évidemment et un bon commencement de l'école de l'année scolaire. Bye!